Bonjour à tous, je suis Ludovic Dupin, directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire, et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 11e épisode déjà de notre série de webinaires Réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Alors comme vous le savez, dans le cadre de France 2030, la France a lancé un appel à projet pour des réacteurs innovants, c'est-à-dire des réacteurs de 4e génération ou des AMR comme on dit plus fréquemment maintenant. Et le succès est au rendez-vous parce qu'il y a un nombre grandissant de startups qui répondent et qui présentent des nouveaux projets. Et une partie d'entre elles sont issues des rangs du CEA d'ailleurs, et aujourd'hui c'est l'une de ces pépites qu'on a le plaisir d'accueillir, Stellaria, qui vont nous présenter leur projet, leur concept. Alors nous allons pouvoir échanger avec le PDG Nicolas Breton et Guillaume Campioni, qui est Chief Nuclear Officer. Ils vont nous présenter leur magnifique projet, et nous allons les écouter pendant 25-30 minutes, et ensuite, comme d'habitude, nous aurons le plaisir d'échanger avec eux à travers le jeu des questions-réponses. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, on utilise l'outil Slido pour ça. En haut de votre interface Teams, vous avez un petit S noir sur fond blanc. En cliquant dessus, vous ouvrez l'interface, vous pourrez poser vos questions et surtout voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et nous poserons les questions dans l'ordre de la démocratie, dans l'ordre des questions qui ont plus de votes. Nicolas et Guillaume, je vous laisse la parole pour 25-30 minutes pour nous présenter Stellaria. Merci Ludovic. Bonjour, je suis Nicolas Breton. Je travaille depuis 23 ans maintenant dans l'industrie. Je suis passionné par l'énergie et le climat et je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle pépite Stellaria qui est une co-incubation de Schneider Electric et du CEA. Donc, moi, je suis issu de Schneider Electric et Guillaume est issu du CEA. Guillaume, je te laisse te présenter. Et donc, bonjour, donc, je m'appelle Guillaume Campioni. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis en carrière au CEA. Et donc, voilà, beaucoup de gens me connaissent comme étant quelqu'un qui a participé énormément à la relance des études sur les réacteurs à sel fondu depuis 2017. Et donc, voilà, aujourd'hui, je me lance dans l'aventure avec Nicolas, donc, que j'ai rencontré en 2021. Et on a répondu ensemble à l'appel à idées qui a été lancé par le programme de la direction des programmes de la direction de l'énergie en début de 2022. Et donc Stellaria, c'est le fruit de tout ce travail qui est fait depuis maintenant presque 1 an et demi. Voilà, donc pourquoi Stellaria? Stellaria, c'est à la fois un engagement pour l'environnement et la biodiversité parce que c'est une fleur, mais ça rappelle aussi l'énergie des étoiles et on cherche à optimiser notre capacité à utiliser les réserves énergétiques qui sont disponibles sur cette Terre parce que c'est un réacteur à sel fondu à spectre rapide qui est capable de régénérer son propre fuel comme on va le voir plus tard. Donc je vais vous présenter maintenant Stellaria. Donc, Stellaria, de l'énergie pour des siècles, parce qu'on va être capable de régénérer notre fuel au sein même du cœur du réacteur. Alors, qu'est-ce qui nous amène au réacteur à combustible liquide, qui était une grande innovation? C'est que on pense que c'est une façon d'atteindre un niveau de développement de l'énergie nucléaire, un niveau beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Je prends comme exemple ici l'automobile. J'ai été assez marqué quand j'ai visité le musée de l'automobile à Turin par le temps qu'il y avait entre la première machine automobile de Cugnot en 1771 et l'automobile de masse qui a démarré avec les combustibles liquides. Et on pense, nous, que le game changer du nucléaire, c'est le fait d'avoir un cœur liquide et qui va pouvoir permettre de proposer des atouts qui sont vraiment supplémentaires par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, le père des réacteurs à sel fondu, pour beaucoup de gens le savent, c'est Alvin Weinberg, qui est le père du projet Manhattan américain et qui a toujours milité pour des réacteurs à combustible liquide parce qu'il voyait l'intérêt d'utiliser de l'énergie bon marché qui serait disponible en masse avec des réserves très importantes, uranium et thorium, et de proposer une abondance énergétique qui permettrait de dissiper les causes historiques de conflits entre les hommes. Donc je pense que c'est assez intéressant parce que Alvin Weinberg, qui a beaucoup travaillé sur les combustibles solides, a mis en place un programme de recherche. Il a mis en place des réacteurs à combustible liquide sous forme de prototypes qui ont été utilisés
pour créer des avions nucléaires. Alors évidemment, c'était un peu farfelu, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est l'ultrapilotabilité qu'on va voir juste après, qui permet d'aller à la hausse et à la baisse très rapidement sur les réacteurs à sel fondu. Alors l'enjeu stratégique pour la France, tout le monde le connaît, on espère pouvoir prolonger les centrales actuelles, mais on a un gap qui est important au-delà des années 2040. Et on a ici ce que j'appelle le triangle de l'innovation, qui est juste pour la France une quantité absolument gigantesque d'énergie qui est disponible, avec une augmentation de la puissance électrique pilotable qui est nécessaire pour électrifier des nouveaux usages, évidemment, comme la mobilité, l'industrie et d'autres secteurs qui aujourd'hui fonctionnent aux énergies fossiles. Donc, l'enjeu est absolument critique pour l'industrie. Moi, je viens de Schneider Electric. Je suis en contact avec des clients. J'ai été en contact avec des clients dans ces domaines-là, de mines, pétrochimie, sidérurgie, semi-conducteurs, data center. Ça, c'est notre cible. Pourquoi? Parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont besoin de 200 mégawatts électriques et ils n'ont pas de solutions décarbonées qui sont à l'échelle de leurs besoins et surtout pas de solutions 24 heures sur 24, 365 jours par an. Or, ils ont des besoins de croissance énergétique qui sont très importantes. Je vais prendre un exemple dans le data center. Dans le data center, les data centers ont besoin de stocker leurs données dans les pays qui servent. Pour stocker ces données dans les pays qui servent, il faut avoir un réseau électrique suffisamment fiable, 24 heures sur 24, pour fournir de l'électricité, parce que les data centers sont disponibles 24 heures sur 24. Pour la décarbonation et pour la transition énergétique, la quantité de cuivre est extrêmement importante. Faire des mines de cuivre dans le désert, eh ben, c'est compliqué. Il faut avoir des possibilités d'avoir de l'électricité pilotable et pas forcément sur le réseau électrique, dans des zones qui sont compliquées où on n'a pas forcément beaucoup d'eau, et d'où les réacteurs à sel fondu qui peuvent être particulièrement intéressants dans ces zones-là. Et puis la pétrochimie, en fait, il faut savoir que 10% du pétrole est brûlé pour la raffinerie et pour le pétrole lui-même. Et donc, il y a des grands projets d'optimisation des process, par exemple les steam crackers, donc le vapocraquage, et puis l'ammoniac, qui sont des cibles de Stellaria. Un point très important dont je parlais tout à l'heure, Stellaria est la seule technologie nucléaire qui est capable d'être ultra pilotable. Et donc Stellaria se pose dans le marché du PIC, dans le marché de l'optimisation entre d'un côté les grandes centrales qui peuvent être nucléaires, gaz ou charbon, qui ont une évolution lente, et de l'autre les énergies intermittentes qui ont évidemment des évolutions très rapides. Donc aujourd'hui, il y a deux outils qui sont utilisés, le gaz et l'hydro, qui d'ailleurs, dans le merit order, arrivent souvent à la fin et qui permettent d'équilibrer les réseaux en pic pour équilibrer la demande à chaque instant, 365 jours par an. Stellaria est capable d'augmenter à la hausse et à la baisse sa puissance nominale extrêmement rapidement et donc de suivre les capacités de réseau. Alors, comment se positionne Stellaria dans le marché actuel des startups et le marché actuel du nucléaire? Vous avez ici sur la gauche la puissance électrique, vous avez sur la droite le CAPEX, donc les investissements à faire. Et puis, ce que vous voyez évidemment, c'est que ça ne remplace évidemment pas les REP et les EPR, ni même New World qui correspond à des centrales de taille moyenne, 300 à 600 mégawatts électriques, dont la cible est essentiellement l'électrification des centrales à charbon dans le monde. Et puis plus bas, dans l'autre sens, vous avez aussi pas mal de projets qui sont des tout petits réacteurs, des micro-réacteurs, et qui adressent un marché différent, en général du kilowattheure as a service ou de la chaleur pour les industriels. Nous, notre cible, on pense qu'on a un marché entre 100 et 300 mégawatts qui est très en ligne avec le besoin des grands sites industriels, et c'est là que Stellaria se positionne. Le marché mondial accessible est immense. On estime à 2000 sites industriels, sans parler des États-Unis et de la Chine. Ça correspond, si on reprend les
de l'IEA à 600 milliards de dollars par an. Cette facture, c'est la facture chaleur-électricité de ces grands sites industriels. Et on pense que le marché du SMR en 2035 va faire basculer à peu près 10% de ce marché. Et nous, on pense avoir 1,5% de ce marché à ce moment-là. Je rappelle qu'il y a vraiment de la place pour beaucoup de monde parce que ça représente seulement 0,3% de la puissance pilotable mondiale qui sera installée avec 30 réacteurs Stellaria par an. Donc, le marché est très, très grand. Alors, maintenant, je vais vous présenter la solution Stellaria. Donc, le Stellarium que vous voyez ici à gauche, c'est le fruit d'une collaboration entre les spécifications des besoins des clients qu'on a vus juste avant et la grande compétence des équipes du CEA qui ont travaillé de très nombreuses années sur le sodium et sur les projets Astrid et qui ont mis à disposition leurs compétences pour travailler sur un projet innovant de réacteur à sel fondu. Donc, il y a 3 brevets qui ont été déposés par le CEA, dont Stellaria a l'exclusivité. Et ces brevets permettent de proposer un nouveau concept. Ce n'est pas un simple réacteur à sel fondu, c'est une nouvelle génération de réacteurs à sel fondu dont la capacité énergétique est extrêmement grande, puisque ici, au sein du cœur, vous allez mettre à peu près 10 mètres cubes de sel. Et dans ce sel, vous allez pouvoir stocker, grâce à la régénération qu'on va voir après, jusqu'à 15 TWh dans le réacteur. Ça signifie qu'on est capable de produire 110 MW électriques en continu pendant 5 ans non-stop, avec une ultra-pilotabilité, plus ou moins 30% de puissance par minute. Ce n'est pas le réacteur qui va définir de la vitesse de réactivité, ça sera l'aval, ça sera la turbine, parce que le réacteur, lui, s'adapte extrêmement vite au changement de puissance par les lois de la physique. Et Guillaume reviendra sur ce point. Et puis le dernier point qui est important, c'est que c'est un des réacteurs les plus polyvalents et qui est capable de régénérer son fuel. Donc c'est un réacteur à spectre rapide, à neutrons rapides, bien sûr, pour régénérer. Et puis le fait qu'il soit polyvalent en termes de type de fuel permet de diversifier les types de fuel avec un design très similaire, un design en cœur très similaire, un design extérieur identique. Ça signifie que pour une même centrale, vous allez pouvoir commencer avec un type de fuel et continuer avec un autre type de fuel s'il y en a des problèmes de souveraineté énergétique, notamment. Donc, c'est particulièrement intéressant pour avoir une autonomie non seulement des industriels, mais aussi des pays qui vont pouvoir l'utiliser. Notre marché est à l'international et il n'est pas seulement en France. Je vais laisser la parole à Guillaume qui va nous expliquer comment fonctionne l'ultrapilotabilité dans les réacteurs à sel fondu. Guillaume ? Ah oui, donc je vais revenir d'abord sur la polyvalence. En fait, c'est vraiment un réacteur, en tout cas moi je me suis lancé dans cette aventure, parce que je crois vraiment dans une solution extrêmement polyvalente. Et le réacteur qu'on est en train de designer regroupe vraiment énormément de capacités. Donc Nicolas a parlé du fuel, de la capacité qu'a le réacteur à utiliser différents types de combustibles sans changer sa géométrie. Et la pilotabilité est vraiment quelque chose de très important aussi, parce qu'elle permet aussi bien de faire du suivi de charge, de s'adapter aux besoins d'un industriel, ou alors finalement de suivre les énergies renouvelables, voire même de faire de la pointe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le principe est très simple. Là, je vais d'abord parler, commenter, et puis après, je reviendrai sur cette courbe qui est une courbe assez importante pour nous. Dire que cette propriété, c'est celle des réacteurs à combustible liquide qui, en fait, ont cette propriété d'avoir des coefficients de dilatation au niveau du combustible qui sont très importants et surtout extrêmement rapides, puisque la dilatation dans un liquide, c'est une onde sonore, c'est une onde de compression qui se déplace à environ 1500 à 2000 mètres par seconde. Donc, l'intérêt des réacteurs à combustible liquide, c'est justement leur adaptabilité vient du fait qu'ils sont toujours en équilibre homéostatique. Donc, entre d'un côté la température et la densité, et de l'autre côté, les taux de fission qui sont faits dedans.
et la quantité donc, de combustible qui est présent dans la zone critique. Pour cela, dès 1954, l'ARE, l'Aircraft Reactor Experiment, à l'ORNL, a démontré que seul le débit dans les échangeurs avec le sel combustible permettent de piloter le niveau de puissance. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré vraiment il y a très très longtemps, dès les années 50, on savait ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Nous aussi, on a repris. Donc le réacteur sera piloté uniquement par le débit dans les échangeurs primaires, qui trempent dans le sel combustible, et ce qui fait que finalement la température dans l'ensemble de la cuve capsule restera constant, la carte de température restera constante, ce qui va évidemment permettre d'éviter de la fatigue et du cyclage thermique, et donc d'augmenter la résistance des matériaux. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui permet, comme c'est indiqué sur le slide, de suivre la demande du client, mais aussi de stabiliser le réseau, de suivre l'intermittence des ENR, de faire de la pointe. L'intérêt, évidemment, de cette dilatabilité rapide du combustible, c'est évidemment en termes de sûreté. Donc les MSR supportent donc de fait très très bien les accidents de type ULOF, c'est-à-dire de perte des pompes, de perte de refroidissement, typique Fukushima, malheureusement, et, grâce à cet équilibre homéostatique du combustible liquide. Et donc, c'est ce qui me permet d'introduire cette courbe qui est une courbe un peu historique pour nous, puisqu'au début, on était parti sur un MSR à boucle avec des pompes. Et puis un jour, donc on faisait des modélisations neutroniques thermohydrauliques, et évidemment, réflexe réacteur sodium oblige, on a coupé les pompes pour voir comment réagissait le réacteur. Et on a obtenu cette courbe. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, cette courbe montre que le débit, alors le débit s'effondre, évidemment, il n'y a quasiment plus de débit, quasiment plus. Mais par contre, la puissance se stabilise à peu près à 30%. Et en fait, le réacteur est parti en convection naturelle. Et là, évidemment, on n'avait absolument pas prévu cette option-là. On s'est dit, c'est quand même quelque chose de très étonnant. Alors évidemment, le réacteur n'était absolument pas optimisé pour ça, puisqu'on avait on n'est pas du tout pensé à cette solution-là. Et c'est ça qui nous a amené, c'est cette courbe qui nous a amené à regarder les solutions en convection naturelle. Alors, évidemment, on a amélioré le débit, et évidemment, aujourd'hui, le design fait que le débit fonctionne beaucoup mieux, et le réacteur, désormais, n'a absolument plus besoin de pompe et fonctionne en convection naturelle. Voilà. Sur le circuit primaire. Sur le circuit combustible. Mais Guillaume, donc le stellarium peut faire plus. Oui, Grishka. Donc, pour revenir à la polyvalence. Donc, un aspect aussi très important qu'on veut développer, parce que c'est vraiment une volonté, nous, qu'on a. On s'est bien trouvé là-dessus avec Nicolas. En fait, on veut vraiment développer un outil pour la société. Et la polyvalence vraiment était vraiment quelque chose vraiment sur lequel on s'est tout de suite entendu. Et l'aspect Breed and Bird est vraiment quelque chose de très important. Donc, d'abord, le réacteur, on a voulu faire un réacteur versatile. Les réacteurs à combustible liquide ont cette propriété de pouvoir, d'être à peu près gouvernés uniquement par la quantité de fissile et la quantité de fertile et d'absorbant dans le sel. C'est-à-dire qu'après, quelle que soit cette matière fissile, quelle que soit cette matière absorbante, quelle que soit cette matière fertile. Et donc, on a donc les brevets, un des brevets porte sur la versatilité du combustible. On peut brûler du PU, de l'uranium, voire mettre d'autres matières fertiles comme le thorium. Et donc, il est possible d'avoir un réacteur extrêmement versatile qui pourra s'adapter en fonction des conditions géopolitiques, des mines, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Évidemment, il est capable de recevoir, comme il est à spectre rapide, très dur d'ailleurs, plus dur qu'un RNRN, les actinides mineurs, c'est-à-dire donc de les incinérer et de ne sortir que des produits de fission. Ce qui aura évidemment un impact sur le stockage profond, puisque le stockage profond est largement dimensionné en fonction de la thermique introduite par les actinides mineurs dans CIGE. Il régénère en cœur autant de combustible qu'il n'en brûle. Alors là, c'est un peu l'image de la voiture. Vous avez une voiture qui a un réservoir de 1 litre. Eh bien, en fait, avec ce réservoir de 1 litre, elle peut rouler, je ne sais pas, 20 km. Et bien, en fait, au bout de 20 km, elle a régénéré 1 litre de combustible. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec le stellarium, puisque l'un d'entre nous a appelé ce réacteur comme ça. Le stellarium régénère son combustible directement au cœur. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de retirer le combustible
de le détruire, de passer par une phase de retraitement, de passer par une phase de refabrication de pastilles, de refabrication de combustible avec des gaines, avec des assemblages pour le remettre en cœur. Là, le combustible, la matière fissile est directement régénérée en cœur et réutilisable directement en cœur, sans limitation due au combustible, due à la matière solide, les pastilles, les gaines et les grilles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et par exemple, la charge initiale d'un réacteur, donc d'environ 10 mètres cubes, est capable de brûler environ entre 20 et 25 ans. Voilà, à condition d'éliminer les produits de fission gazeux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc vous avez l'équivalent d'une ville de Grenoble, par exemple, qui est alimentable sans refueling pendant 20 à 25 ans, rien qu'avec les sels qui sont stockés dans le cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, ça nous permet évidemment de valoriser, ce qui est marqué sur le slide, l'ensemble des matières nucléaires disponibles donc, que l'on a. Donc, y compris les actinides minaires deviennent des matières directement disponibles. Et évidemment, compte tenu des échelles de temps, de garantir une facture électrique qui est extrêmement compétitive et stable. Et ça, c'est vraiment stable parce que justement, on n'a pas à remettre du combustible. Le combustible en cœur est disponible et on connaît son prix dès le départ. Voilà. À l'inverse d'un équivalent en gaz qui est très volatile. Et ça rejoint notre volonté d'avoir un outil très polyvalent qui serve vraiment aux différentes sociétés. La suite. Voilà. Alors là, pareil, c'est l'autre schéma qu'on a développé, puisqu'on est en partenariat avec Orano. On répond à l'AAP en partenariat, en consortium avec Orano. Donc là, c'est le schéma du combustible, donc en 4 étapes. L'étape 1 amène la cuve donc vide, la cuve capsule vide sur le site du réacteur où elle est installée. Le sel arrive dans différents containers. Donc déjà, typiquement, pour éviter toute possibilité de retourner à l'état de criticité en cas d'accident, par exemple d'immersion dans l'eau. L'étape 2, la cuve est installée, on va remplir le réacteur qui va fonctionner, alors là, on va dire pendant 5 ans, puisque c'est la durée de vie que l'on a fixée pour l'instant à la cuve pour résoudre les problèmes, l'incertitude sur la maîtrise de la corrosion. Mais le sel, lui, sera stocké sur place lors des changements de cuve et remis dans la nouvelle cuve. L'étape 3, la cuve usagée repart avec, au bout d'un certain temps, le sel et retourne à l'AG. Là, il y a des travaux qui sont menés. Évidemment, aujourd'hui, le combustible, comme on est en sel chlorure, est directement j'ai envie de dire, pluggable sur le traitement à queue qui est fait à La Hague à l'heure actuelle. Mais à terme, l'intérêt sera d'opérer une phase de régénération des sels, c'est-à-dire de pratiquer plutôt de la pyrochimie, c'est-à-dire de ne pas détruire le sel et par différents traitements en pyrochimie, de pouvoir retirer certains éléments dans le sel et d'en rajouter d'autres, dont notamment la matière fissile et la matière fertile, voire même aussi les actinides mineurs pour qu'ils soient détruits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et par exemple, c'est ce qu'on a mis là-haut, vous voyez, donc on pourra recevoir du combustible en plus issu des REP et des RNR. On a vraiment fait un 4-4, c'est-à-dire qu'en fait, la qualité du plutonium que le stérarium peut recevoir est extrêmement basse. On peut vraiment avoir du PU de très mauvaise qualité, en tout cas qui ne peut absolument plus servir dans les REP. Donc tout ça est mis dans le sel et on voit en sortie, donc à l'étape 4, on sortira les produits de fission, qui là par contre ce sont vraiment les produits finaux dont on ne peut plus rien faire, voire même si on a mis du thorium, on pourra même produire de l'U3 qui ira directement pour les REP. On a aussi étudié cette possibilité-là et ça fonctionne. Voilà. Donc on a un convertisseur d'actinide, mais aussi un convertisseur de vieux MOX de première ou deuxième génération, qui pourra ensuite être converti dans notre réacteur en un combustible qui serait disponible pour les réacteurs eau pressurisée à base du 3. Alors voilà, et même pour compléter la slide précédente, toujours sur cette idée d'avoir un réacteur polyvalent, c'est que finalement, c'est un réacteur qui peut s'adapter, il peut fonctionner avec un parc REP, avec des RNA, voire fonctionner sans autre type de réacteur à côté. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu pour être capable de s'adapter à peu près tout type de situation. Et pareil, donc là, ça me permet de faire la liaison avec ce slide. On a un concept qui est, nous, on a voulu une conception simple. Notre principe de base, c'est de dire que plus c'est simple, plus c'est sûr.
Voilà. Parce que il y a beaucoup moins de systèmes, beaucoup moins de redondance. Donc, on développe des systèmes passifs donc, qui est lié au combustible solide. Pas de pression, on sera en dessous des normes ESPN. Une opérabilité qui est extrêmement simplifiée parce qu'il n'y a plus de pompe. Il n'y a plus aucune partie mobile dans la partie cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de risque de problème avec des pompes, avec des moteurs, avec des pannes, des systèmes tournants. Il n'y a absolument rien de tout ça. Et les choix que l'on fait pour la conception du reste, parce qu'évidemment, là, sur cette partie-là, on est à intérêt assez bas, c'est au contraire, sur toutes les autres parties, donc les systèmes secondaires, les détecteurs, les systèmes de pilotage pour les barres qui seront là, eh bien, de réutiliser au maximum tous les composants déjà disponibles sur étagère. Donc voilà, pour tout ce qui va avec le reste, on va être là. Et vas-y Nicolas, je te repasse la main parce que là, c'est vraiment ta partie. Oui. Donc, pour réussir ce projet, on est tout à fait conscient que l'objectif est de créer une filière industrielle, une nouvelle filière qui s'appuie sur la filière existante. Donc, on travaille en consortium avec Orano dans le cadre de France 2030 pour que Orano puisse fournir un service de création de fuel, de livraison de fuel, de transport de fuel et de retraitement. Et puis, donc, Stellaria se concentre sur la partie nucléaire. Et on a aussi d'autres partenaires pour compléter l'architecture modulaire qui doit être installable rapidement sur un site, démontable au maximum pour être réutilisable sur un autre site industriel. Donc pour ça, il faut une architecture qui est dès le départ est pensée pour être très très modulaire, à part évidemment le génie civil qui est nécessaire pour la partie nucléaire. Mais pour le reste, on a un partenariat avec Technip Energies qui a une grande habitude de la construction modulaire de grands sites industriels, clé en main dans tous les pays du monde. Et puis, on a un partenaire qui est Schneider Electric qui s'occupe de toute la partie distribution électrique et du contrôle commande. Et donc, l'objectif, pourquoi on fait ça? Parce que les industriels ont tous un besoin différent. Chaque industriel aura une adaptation. Ça pourrait être du froid, ça peut être du chaud, ça peut être l'électricité. Alors, évidemment, on va commencer par les aspects les plus simples, c'est-à-dire une production d'électricité, mais on va pouvoir facilement diversifier ce qu'on appelle powertrain, donc l'aval du réacteur, pour pouvoir s'adapter à différents besoins industriels. Voici ici un exemple de ce qui est fait dans le monde du oil and gas, dans lequel on est capable de produire sur des yards, dans des ports, des modules métalliques qui permettent d'être ensuite transportables sur barge, envoyés sur site et très rapidement. Non seulement ils sont testés dans ces yards, et ensuite ils sont désassemblés, réassemblés sur site, ce qui permet d'éviter des problèmes de compétences au moment de la construction. Alors notre roadmap actuel, l'objectif c'est de créer une nouvelle filière en 10 ans et d'être capable de fournir un prototype, le premier prototype européen de combustible à combustible liquide régénérant à horizon 2031-2032. Pour faire ça, on va évidemment s'appuyer sur France 2030 et sur des levées de fonds. La première étape, c'est de construire une maquette critique qui nous permet de dérisquer la technologie et d'avoir l'autorisation de construire ce prototype qui ensuite nous permet de passer à la construction d'une gigafactory et pour avoir un effet de série qui est essentiel sur les SMR pour compenser l'effet d'échelle. Donc l'objectif, c'est de créer l'Airbus de l'énergie, des sels fondus, à l'échelle européenne d'abord, et puis après de s'étendre sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Alors les cofondateurs, ce projet est la rencontre de compétences très complémentaires. Et on veut vraiment s'appuyer sur nos aïeux qui ont travaillé depuis 40 ans dans la filière existante. Bruno Desbrières représente cette génération qui a une immense expérience en sûreté, en exploitation, parce qu'il est ancien directeur adjoint de l'ILL, qui est le seul réacteur de recherche en fonctionnement à Grenoble. Et puis, on a Lucas Tardieu, qui est architecte, qui est jeune ingénieur à Cadarache, Guillaume Campioni et moi-même, et on s'appuie sur le go-to-market, l'accès au marché Schneider Electric, et évidemment l'immense compétence qui est disponible
avec la R&D CEA. Et puis, comme vous venez de le voir, on a aussi des partenaires qui veulent travailler avec nous pour développer cette filière. On est convaincu que c'est ensemble qu'on pourra réussir ce projet. Alors, pour conclure, Stellaria, c'est notre capacité à fournir de l'énergie pour des siècles. Et ça, c'est absolument passionnant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir régénérer les combustibles, valoriser les matières existantes en symbiose avec les réacteurs existants. On va pouvoir, et c'est ça qui change la donne, c'est pour ça qu'on pense que les réacteurs à sel fondu sont accessibles grâce à un nouveau design qui n'existait pas jusqu'à présent, obtenir une maintenance simplifiée pour obtenir des coûts compétitifs sur une Gen 4, de façon à pouvoir déployer massivement cette Gen 4. Une sûreté par conception pour une acceptation sociale, basse pression, pas de pression en cœur, pas d'eau en cœur, et une ultra-pilotabilité native qui nous permet de nous adapter à tous les besoins et surtout d'avoir de la robustesse au niveau de la sûreté. Voilà, je vous remercie et on va passer aux questions. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation très complète. Alors, il y a énormément de questions, Nicolas et Guillaume, préparez-vous. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont revenir. Il y a beaucoup de questions techniques, il y a beaucoup de questions de marché. Mais écoutez, on va commencer par la première. On vous demande, pouvez-vous décrire la physique de la régénération du combustible et comment sont éliminés les déchets? La physique, là, je vais répondre du coup peut-être. La physique, la régénération du combustible, eh ben, écoutez, c'est très simple. Hein. Vous mettez de la matière fertile dans un réacteur et elle finit par gober des neutrons. Et au bout d'un moment, suivant la décroissance plus ou moins rapide, par exemple, l'U238 va capturer un neutron et va faire assez rapidement du Pu239. Par contre, pour le cycle thorium, lui, il va passer par un intermédiaire qui a une durée de vie, une demi-vie d'environ 80 jours, donc ce qui peut poser un peu quelques petits problèmes avant de faire de l'U3. En fait, il suffit juste de mettre de la matière fertile dans le cœur. Et ça, c'est peut-être par rapport comment est-ce que ça y est, mais en fait, le combustible, c'est sous forme de sel. Donc, en fait, le sel sera un mélange, typiquement, le sel porteur, c'est du NaCl, donc du sel de table, hein, voilà, c'est ça. Hein. Et les autres, ce seront des... Oui, je rigole parce qu'en fait, on a cherché beaucoup de sel pendant un moment. C'est du sel 37, hein, c'est-à-dire que c'est quand même... Et en fait, le sel de table s'est avéré être le meilleur, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et par contre, évidemment, il y a d'autres sels, et donc il y a des chlorures de potassium, tout le monde le connaît, hein. Mais il y a aussi donc des sels d'uranium, des chlorures d'uranium, UCl3, UCl4, il y a des chlorures de plutonium, PuCl3, des chlorures de thorium, et on peut faire aussi des chlorures, j'allais dire d'uranium 233, mais c'est d'uranium, mais aussi des chlorures d'actinides mineurs, par exemple, si on veut les insérer. Le but, c'est que toutes ces molécules sont sous forme de sel et sont mises ensemble. Voilà. Et donc, comme elles sont présentes dans la zone critique, elles reçoivent des neutrons. Et là où elles reçoivent des neutrons. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de couverture. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de couverture dans ce réacteur. D'accord. Et dans les questions, il y avait la question de l'élimination des déchets. Je crois que pendant la présentation, vous évoquiez l'élimination de déchets gazeux. Alors, les déchets gazeux, oui, évidemment. Nous, on vise un réacteur qui sera hors SPN. Donc, SPN, ça veut dire la limite, c'est 1,5 bar. Donc, c'est très, 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 très petit. Et donc, en fait, on aura un ciel de pile. Donc, dans les réacteurs à combustible liquide, on met un ciel de pile justement pour encaisser la dilatation du combustible. Et donc, évidemment, ces déchets gazeux, ces PF gazeux vont s'accumuler dans le ciel. Et donc, régulièrement, on fera un tirage au vide et on va les stocker à côté. Ils seront stockés dans des réservoirs successifs où ils vont décroître. Bon, typiquement, je pense au krypton ou au xénon. Et comme toute installation nucléaire, il y aura des autorisations de rejet et régulièrement, on rejettera les PF. Voilà. Et les PF, par contre, eux, les autres, resteront dans la cuve. C'est une des raisons pour lesquelles on change aussi la cuve. Donc, il y a la corrosion, mais aussi, il peut y avoir une accumulation en paroi de PF. Et donc, on veut éliminer justement ces risques de bouchage, bien qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à boucher chez nous. Mais du coup, il y a une partie de ces PF qui vont se déposer. Et donc, du coup, il sera aussi nécessaire de changer la cuve. Donc, au changement de cuve, on enlèvera aussi une grande partie des PF. Ok, d'accord. J'ai vu des mains se lever. On utilise l'outil Slido pour poser les questions. Le petit S en haut de l'interface Teams. Ne posez pas les questions dans la conversation, mais bien sur Slido. Vous pouvez aussi voter pour les questions. Alors, question suivante. Alors, c'est une question qui ressort à chaque webinaire. Hein.
Est-ce que vous avez discuté avec l'ASN ou l'IRSN et quelles sont leurs appréciations de votre concept? Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment encore discuté avec eux. Moi, ce que j'appelle une discussion, c'est avoir déjà 2-3 réunions sur un thème régulier. Donc, non. Parce que de toute façon, ça veut dire déposer un dossier. Et ce n'est pas juste avoir une discussion de café ou discuter avec quelqu'un au téléphone ou rencontrer quelqu'un dans un couloir. Non, moi, je n'appelle pas ça une discussion. On a eu des prises de contact, ça oui, mais par contre, avoir des discussions, non, pas encore. On pourra le faire, de toute façon, c'est statutaire, hein, on pourra le faire lorsqu'on aura un dossier à déposer. Et là, la discussion va pouvoir commencer à se faire. On sait par contre que l'ASN, moi j'étais très rassuré là-dedans, je fais un peu de la pub pour le bootcamp MSR qui aura lieu en octobre cette année. L'ASN, a priori, interviendra justement pour expliquer la démarche. Et donc, là, je fais un peu de teasing. C'était très intéressant de voir que l'ASN a pris très au sérieux ces startups. Et donc, est en train de se gréer pour accompagner ce mouvement des startups et donc tenir compte de ses spécificités. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Bon, ça, je peux le dire, tout le monde va le savoir très rapidement. Mais voilà, et donc on recevra l'ASN en octobre à Nîmes pour justement qu'ils expliquent leur démarche mieux que je ne vais le faire. Mais bon, donc de vraies discussions, non, pas encore, parce qu'il faut déjà un dossier constitué. D'accord. Voilà. Ce qui est quoi, du coup? C'est la première étape de l'appel à projet pour lancer les discussions, du coup? Non, il faudra un dossier technique. Hein. Ah, technique, d'accord, c'est pas... Ah oui, un dossier technique. Ah oui, c'est un dossier technique. D'accord. Alors, question suivante, peut-être pour revenir sur une des slides que vous avez présentées à la fin, on vous demande, puisque c'est un réacteur utilisant des technos innovantes, qu'avez-vous prévu en termes de prototypage et quel milestone pour tester vos protos? Alors, sinon, vous avez évoqué des dates, je me souviens 2031 pour un prototype, 2034 pour une Gigafactory. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez innovant. Peut-être qu'on peut revenir sur le déroulement de des années à venir. Vous avez un calendrier assez ambitieux, oui? Je te laisse répondre. Hein. Tout à fait. Alors on a un objectif qui est, on a des brevets, d'accord? On a 3 brevets. Et on veut absolument valider rapidement que ces brevets fonctionnent parce que ces brevets répondent aussi, je pense, à la question d'après qui sont les verrous techniques. Donc, nous avons l'objectif de faire une expérience critique, un petit peu ce qui est prévu au National Idaho Laboratory aux États-Unis chez TerraPower. Mais par contre, sur notre design à nous, l'objectif est de pouvoir montrer que ce n'est pas un réacteur de papier, c'est un produit qui fonctionne, il a déjà été simulé, il bénéficie des 30 années d'expérience de code de calcul et il est capable de pouvoir fonctionner simplement. Et par rapport à ça, ça va nous permettre de surmonter les verrous techniques que sont irradiation, température, corrosion, manutention. Voilà, donc s'il y a une chose à se rappeler des réacteurs à sel fondu, c'est pourquoi ils n'ont pas été aujourd'hui développés, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément toujours des solutions autour de ça. Il y a plein d'autres raisons qui sont politiques, mais il y a aussi des challenges techniques. Ces challenges techniques, on les adresse dès le départ. Et pour faire ça, on met en place cette expérience critique qui va dérisquer une bonne partie de la techno et qui va nous permettre d'avoir surtout l'autorisation de construire ce prototype. Un prototype à l'échelle 1,5 et qui va commencer petit en termes de puissance, petit à petit, qui va lui vivre plus longtemps, beaucoup plus longtemps qu'une expérience critique et qui va nous permettre d'être un réacteur de recherche, de fournir un réacteur de recherche, aussi peut-être fournir des services pour d'autres, hein, puisque ça sera un réacteur rapide qui va être mis en service et qui va permettre de faire une amélioration continue de ces capsules. On est conscient qu'on ne sait pas tout, évidemment, et donc c'est pour ça que le concept d'avoir une cuve qui est interchangeable est très important, parce que ça nous permet de faire de l'amélioration continue sur cette cuve. Petit à petit, on va pouvoir augmenter sa durée de vie au fur et à mesure qu'on maîtrisera le groupe redox et la corrosion, et ça va nous permettre d'avoir une énergie continue pour les clients industriels. Au départ, on vise 5 ans, mais on espère pouvoir augmenter cette durée de vie de taux de disponibilité. On vise un facteur de charge très élevé parce qu'on sait que, y compris dans le prototype américain, le facteur de charge était très, très important, très élevé. Je crois au-delà de 90%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette cuve, elle a la taille d'un combustible
d'un assemblage de combustible aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable à changer. C'est exactement la taille d'un château de transport actuel. Donc, on va pouvoir faire comme ça, changer la queue au fur et à mesure. Et ça permet de répondre aux challenges techniques d'avoir un spectre dur, un spectre rapide. Ce premier prototype à l'échelle 1,5, vous avez déjà une idée d'où est-ce qu'il pourrait être implanté? Ce serait avec un industriel ou ce serait hors application directe? Vous avez déjà des idées là-dessus ou pas du tout? On a déjà des idées où est-ce qu'on aimerait l'implanter. Ce qui est très important pour nous, c'est d'embarquer la filière, de collaborer avec la filière existante. On n'imagine pas pouvoir faire une filière nouvelle à sel fondu en apesanteur. Et donc, dès le départ, on a mis du temps pour générer les premières briques de Stellaria parce qu'on pense que c'est extrêmement important d'avoir le support de la filière d'Orano, du CEA, de Framatome, d'EDF, de Tractebel, pour pouvoir faire quoi? Déjà avoir accès aux installations nucléaires de base, très important. Hein, on n'en trouve pas comme ça si simplement. Et de façon à pouvoir aussi avoir une complémentarité avec les réacteurs existants. Et donc, notre objectif, c'est en effet de faire ce prototype dans des installations existantes le plus possible, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Et le fait qu'on n'ait pas de pression au cœur, on pense qu'on va pouvoir justement gagner du temps en termes d'autorisation. Okay. Et de fabrication. Et de fabrication. Le SPN, c'est. Il faut savoir que ces cuves, elles sont fines en fait. Hein. C'est des cuves qui n'ont rien à voir avec des cuves d'EPR, hein, puisque justement, on n'a pas de pression au cœur. Bien sûr. Alors, du coup, la question suivante enchaîne pas mal avec ce que vous avez commencé, puisque c'est. J'ai répondu les deux en même temps. Ouais. C'est ça, les questions des challenges techniques à surmonter pour finaliser le développement de celle-là. Vous avez évoqué la problème de corrosion de redox. Il y a d'autres points, peut-être sur les parties peut-être plus conventionnelles, ou il y a d'autres points techniques à surmonter? Justement, sur les parties conventionnelles, Ludovic, on cherche à ne pas réinventer la roue. On cherche à utiliser ce que nos aïeux ont construit depuis 30 ans, 40 ans. Et on pense que le facteur clé de succès, c'est déjà de maîtriser une innovation cœur, parce qu'on a beaucoup étudié les innovations de rupture. Les innovations de rupture, on ne peut pas avoir 3 ou 4 innovations de rupture dans un produit, ça ne fonctionne pas. Donc on a déjà cette innovation de rupture d'utiliser des combustibles liquides qui apportent énormément au niveau fonctionnel par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on va se cantonner à ça. Le reste, au contraire, on veut essayer d'être assez conservateur. Et je vais même compléter pour faire le lien avec la philosophie qui est la nôtre, hein, ce qu'on dit, on veut un réacteur polyvalent. Donc un réacteur polyvalent, ça veut dire que c'est un réacteur qui peut être installé, j'ai envie de dire, presque partout dans le monde. Un réacteur de très haute technicité nécessite un environnement de haute technicité, avec des ingénieurs de très haute technicité, des techniciens qui sont vraiment très bien formés. Et donc, ça veut dire que tout ça réduit le nombre de pays pouvant accueillir ça. Or, bon, Nicolas et moi, on a quand même une fibre assez engagée pour le climat, pour ce qui est en train de se passer. Et donc, pour nous, il était absolument hors de question de développer un réacteur qui finalement se cantonne à, on va dire, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, c'est tout. Je veux dire, c'est un réacteur qui doit pouvoir être installé quasiment partout, maintenable facilement et par des gens qui seront formés, mais évidemment, plus on va empiler les innovations de rupture, plus d'un seul coup, ça devient quelque chose de compliqué à entretenir et donc qui devient extrêmement fragile en termes d'installation et de pérennité dans le temps. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose que l'on ne veut pas parce que on est vraiment en train de construire, on veut vraiment construire quelque chose de robuste, de simple, qui puisse être déployé partout. C'est pour ça qu'on pourra nous critiquer sur est-ce que c'est vraiment optimisé, est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que vous avez tout gratté? Je dis, non, on n'a pas du tout gratté. Nous, par contre, on est sûr d'une chose, on peut l'installer en Indonésie, on peut l'installer en Malaisie, on peut l'installer au Brésil, on peut l'installer au Pérou, ça tourne. Alors, Bruno, qui est notre associé, qui a une très grande expérience d'exploitant en sûreté, adore dire
qu'on cherche à faire d'abord un réacteur agricole avant de taper sur la très grosse technologie. On a l'avantage d'avoir la physique avec nous, c'est-à-dire que la physique du réacteur fait qu'on a des coefficients de contre-réaction qui sont extrêmement forts. On a une simplicité en cœur et on pense que c'est ça qui va nous permettre de déployer ce réacteur. Voilà. Ok, merci. Alors, souvent, je me sens mal la poser parce qu'il y a un mot que je ne connais pas dans la question. Je m'excuse par avance. On vous demande, la cuve est-elle métallique? Genre, alors, Astoloy, N, Astéloï. En effet, la cuve est métallique. MSRE. Oui, la réponse est oui. Alors, on est vraiment là-dessus. Bon, là, c'est pas une découverte. Hein, veut dire, dès le début, ils se sont rendus compte que les aciers, donc les métaux, les alliages basse fer, c'était pas très très bon. Donc forcément, nous, on va aller là-dessus. Et ça corrobore notre démarche, c'est-à-dire que nous prenons aussi sur les métaux toutes les solutions déjà sur étagère. Parce que si on doit déjà qualifier un métal avant de faire l'expérience critique, je me garantis qu'on n'est pas sorti de la berge. Voilà, donc et puis pareil pour le prototype. C'est ça. Non, c'est ça. On utilise vraiment des métaux qui sont déjà qualifiés. Voilà, c'est ça. Donc allez vite. Une fois par contre qu'on aura pu dérisquer, améliorer par-ci par-là. Moi par exemple, je suis un fervent défenseur et extrêmement convaincu qu'il faut passer aux céramiques. Mais évidemment pas sur l'expérience critique, pas sur le prototype, du moins les premières cuves. Tout le dossier de sûreté doit être d'abord fait avec des solutions éprouvées. Et par contre, commencer dès maintenant des études sur les céramiques, ne serait-ce que pour les questions d'exploitation des métaux. La raréfaction des métaux est un vrai problème. Donc, nous devons arriver à des solutions pérennes, déployables à grande échelle, avec des matériaux, évidemment, carbone, silicium, oxygène, aluminium. Bon, voilà, là, on sait que ça peut rouler, quoi. Sur la pérennité, on a cherché à faire le minimum viable product, le produit le plus simple possible. Maintenant, ça ouvre la voie, si on crée une filière ensemble, vers des réacteurs surgénérateurs qui seraient plus gros, sûrement avec des pompes. Mais une fois qu'on a fait cette première étape, l'étape d'après, c'est possible. Ça signifie qu'on peut avoir plus de matière fissile qu'on en consomme dans un deuxième temps. OK ? Concernant pourquoi Schneider Electric, que fait Schneider Electric dans l'histoire? Alors, attends, je vais dire quelque chose, parce que tout le monde n'a pas forcément vu la question, mais effectivement, la question suivante, elle a été posée très très tôt dans le webinaire, dès que Nicolas a pris la parole quasiment. Voilà, alors je vais y répondre, c'est très très simple. Donc, pour avec Schneider, quelle est la compétence de Schneider Electric dans le nucléaire? Est-ce que c'est la première fois que Schneider fait du nucléaire? Alors, Schneider fait du nucléaire depuis très longtemps. Schneider il faut savoir que Schneider a été cofondateur de Framatome avec Westinghouse dans les années 60. Schneider Electric s'est reconcentré sur son cœur de métier qui est la distribution électrique, qui est aussi la modélisation 3D avec AVEVA, qui est leader mondial de la modélisation dans le monde du nucléaire et qui a un partenariat avec New World d'ailleurs. Et puis, Schneider Electric apporte aussi ses compétences dans le monde du mining et du oil and gas au niveau des architectures modulaires qui sont faites en coopération avec les EPC. Et le dernier point qui est essentiel, c'est qu'on ne voulait pas faire un réacteur sans avoir les clients avec nous. Donc, Schneider apporte l'accès aux clients. C'est en fait le point le plus important. Et on est déjà en train de travailler avec des clients, des grands clients de Schneider Electric qui sont intéressés par nos solutions. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir un prix cible dès le départ qui est en ligne avec les besoins des clients et on veut avoir une acceptation sociale mais aussi business. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'oriente sur les sels fondus. On n'a pas pris le chemin le plus simple. Évidemment qu'on a de la Gen 4 qui est plus mature, on le sait, mais on pense que nos clients ont besoin d'une technologie de rupture qui est adaptée à leurs besoins, avec une zone de sécurité extrêmement faible, qui correspond à la taille de leur grand site industriel, avec une acceptation sociale extrêmement bonne, avec un caloporteur qui ne peut pas prendre feu, et c'est avec une ultra-pilotabilité qui est extrêmement importante. Par exemple, un métallurgiste qui a besoin de faire un four à arc de 200 MW électriques, un four à arc pour pouvoir faire des métaux décarbonés,
Un four à arc de 200 MW électrique, il doit s'arrêter toutes les heures pour changer de batch. Vous imaginez qu'il faut de l'électricité ultra pilotable pour faire ça. Et donc, c'est tout ça qui a personnellement, c'est mon cheminement à moi, qui m'a fait tomber dans la marmite des sels fondus en 2016, lorsque j'ai écrit un livre sur l'énergie et le climat qui s'appelle Le Capital de la Terre. Et de fil en aiguille, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Guillaume. Donc, voilà. Donc, pourquoi Schneider Electric? Le go-to-market, le plus important. Le CEA, c'est évidemment la technique. Et le rassemblement de ces deux permet d'avoir accès au bon marché cible. On a fait une étude marketing en amont justement pour trouver quel est le sweet spot de Stellaria. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette solution qui est transportable sur des camions, qui passe sous les ponts et qui est modulaire, qui est fabricable en usine. On a cette tradition de faire ce qu'on appelle les FAT et les SAT, Factory Acceptance Test et Site Acceptance Test, qui permettent de limiter la quantité de compétences qui est nécessaire sur site pour construire un site en temps et en heure. Et moi, je vais même compléter aussi parce que là, il y a vraiment eu au bootcamp en 2021 une vraie rencontre, j'ai envie de dire, d'univers, puisque c'est là qu'on s'est rencontré avec Nicolas. Et moi, je crois beaucoup aux rencontres. De toute façon, c'est comme ça que les innovations émergent. C'est vraiment une histoire de rencontre. J'ai vraiment vu cette espèce d'assemblage entre les deux mondes, donc la tradition et les préoccupations, les apports qui étaient ceux qu'amenait Nicolas avec lui, notamment avec le oil and gas, parce qu'on n'a pas beaucoup développé cet aspect-là, mais pour moi, ça a été absolument cardinal, tout ce qui m'a appris sur comment étaient montées les usines, comment elles étaient faites, et toutes ces méthodes qui sont rodées avec des règles de plus de 40 ans, et la tradition dont j'étais un peu porteur, qui était le nucléaire, le savoir-faire, et aussi ma connaissance des réacteurs au sel fondu au sens technique. Et là, j'ai vu vraiment cette espèce d'assemblage qui s'est fait et qui, depuis, ne se dément pas. C'est-à-dire, en fait, jusqu'à présent, on a toujours trouvé, et tout se fortifie autour de cet axe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que je pense que les innovations de rupture sont faites de rencontres, d'opportunités et de choses qui s'assemblent et qui s'assemblent bien sans forcer. Il n'y a pas besoin de forcer. À partir du moment où on commence à forcer, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, et Nicolas aussi, à partir du moment où on force, c'est qu'il y a quelque chose qui est compliqué, un caillou qui est dans la chaussure, dont il va être difficile de se débarrasser. Mais là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Et depuis, ça roule comme ça. Franchement, très bien. Question suivante. Dans les usages, vous allez concurrencer Exana ou Blue Capsule. Alors, Exana et Blue Capsule sont deux autres startups essayées par le CEA qu'on a déjà auditionnées. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les auditions sur la chaîne YouTube de la SFEN. Donc, dans les usages, vous allez concurrencer Exana ou Blue Capsule. Quelle différenciation entre vous tous? Alors, vas-y, commence. J'ai quand même répondu un petit peu à cette question. Le marché est absolument immense. Si on veut nourrir 10 milliards d'habitants dans 15 ans, on a besoin d'engrais, on a besoin d'ammoniac, on a besoin de métaux. Le marché est immense. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Moi, j'en suis convaincu. Et au contraire, je pense qu'on doit voir ces solutions comme tout à fait complémentaires. On a insisté d'ailleurs sur le fait qu'on est capable de récupérer des produits qui sont passés en cœur côté Exana et qui sont utilisables chez nous. On a parlé de la symbiose avec les réacteurs actuels en termes de combustible. Et puis le dernier point, c'est que c'est la puissance. Hein, j'avais un slide là-dessus. On est sur des niveaux de puissance intermédiaires, de 100 à 200 MW. Exana est sur des niveaux de puissance qui sont bien supérieurs. On ne voit pas du tout ça comme un problème. Et on est même ravis d'avoir aussi des concurrents dans le domaine des sels fondus parce qu'on sait pertinemment que créer une filière, c'est beaucoup mieux si on est plusieurs que tout seul. Voilà. Voilà, et du coup, et moi je vais compléter hein, en prenant un peu ma casquette innovation, en expliquant qu'il y a aussi un aspect qui est que de toute façon, le monde va avoir besoin de solutions nucléaires. Et que peut-être une des erreurs qui a été faite souvent, ça a été de dire on élimine tous les projets, on se concentre toutes nos forces sur un ou deux projets auxquels on croit, et puis on voit dans 20 ans. Mais le problème, c'est qu'en innovation, la première phase, ça s'appelle le foisonnement. Et on l'a oublié en France, la France a compté jusqu'à 60 constructeurs automobiles. 60.
Ouais. Et c'est parce qu'il y a eu cette énorme phase de foisonnement que certains ont pu émerger. Et puis après, alors les un peu plus vieux se rappellent de Simca, Talbot, voilà, petit à petit, il y a eu cette espèce d'agrégation autour de ce qui étaient les solutions les plus pérennes, les plus solides. Et moi, je rappelle toujours ça en innovation. Celui qui sera pérenne en 2034, eh bien, cela dépendra, ou ceux qui seront pérennes en 2034, cela dépendra des conditions en 2030. Et alors, moi, personnellement, en tout cas, je peux aussi dire pour dire, c'est ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas ma boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, et donc, je pense qu'avec Nicolas, ça là-dessus, on s'est bien rencontrés. L'intérêt de développer ces machines passe au-dessus on va dire, notre bébé à nous, et que de toute façon, si on doit fusionner dans 8-10 ans, eh ben, ce sera le cas, parce qu'on est absolument convaincus, là-dessus, on s'est vraiment bien rejoint sur le fait qu'il faut des solutions. Et que par contre, moi, il y a un point sur lequel je suis assez convaincu, c'est que les familles à combustible liquide n'ont jamais été déployées. On a deux grandes familles, à combustible solide et à combustible liquide, et on pense que dans cette famille de combustible liquide, il y a une quantité très importante de solutions possibles. Évidemment, nous, on en a une, on n'a pas la science infuse, il y en a d'autres qui ont d'autres solutions possibles, mais il y a un truc dont on est sûr, c'est que le marché est déjà parti dans les combustibles liquides. Les Chinois ne nous attendent pas, il y a eu un projet à 3 milliards de dollars en Chine, il y a un projet à plusieurs milliards au Canada avec Terrestrial Energy, avec TerraPower aux États-Unis, et donc il faut que l'Europe se dote d'un grand leader dans le monde du combustible liquide. Ouais, ça oui, c'est ça. Et donc du coup, l'idée, tout ça converge vers le fait qu'on ne voit pas du tout ça comme de la concurrence, mais au contraire comme un foisonnement, une réindustrialisation. C'est vraiment un projet qui est très, très cher à nos cœurs, réindustrialiser ce pays. Et puis, de toute façon, on verra les conditions économiques, sociales, politiques, géopolitiques qui régneront en 2030. Et c'est ça qui déterminera ceux qui seront présents en 2034. Avant, voilà. Vous savez ce que j'en pense. Voilà. On n'est pas encore à 60 startups nucléaires, mais déjà une quinzaine, donc ça foisonne effectivement pas mal, et c'est très bien. Et c'est très bien, et c'est vraiment très bien. Moi, je suis très content. L'enchaînement, on va croire que c'est scripté, mais l'enchaînement est assez logique, puisqu'on parle de filières et de combustible. On vous demande, est-ce que vous pouvez donner quelques détails concernant le cycle du combustible associé à Stellarium? Alors, du coup, qui va fabriquer le combustible et comment il va être traité en aval? Alors, le combustible est fabriqué par Orano, d'accord, en utilisant les installations, en adaptant et en améliorant les installations existantes. On peut avoir différents types de combustibles. On peut avoir un combustible à uranium enrichi ou un combustible qui utilise du plutonium issu des centrales existantes, d'accord. Et ensuite, le sel est transporté sous forme de service Orano vers notre réacteur. Le sel ensuite est vidangé au bout de 15 ans ou 20 ans et ce sel ne meurt pas. Ce que disait Guillaume, c'est très intéressant, c'est que le sel retourne en retraitement à La Hague et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va extraire les produits de fission qui commencent à être trop nombreux et on va laisser le reste et il repart en réacteur. Ok. Alors après, comme disait Guillaume, il y aura sûrement plusieurs étapes. Côté Orano, je laisserai, malheureusement ils ne sont pas là, mais côté Orano, il y aura une première étape pour utiliser au maximum les installations existantes. Et puis il y aura, si le business se développe fortement, il y aura évidemment une étape d'amélioration des procédés de retraitement, sûrement par pyrochimie, qui nous permettrait de garder le sel sous forme anhydride, sans passer par la phase aqueuse et de façon à avoir du coup une optimisation des coûts, évidemment, pour pouvoir retourner en réacteur extrêmement rapidement. Donc une fermeture du cycle qui serait très élégante. C'est court, effectivement. Ouais. Il nous reste 2-3 minutes. On va essayer de prendre encore. Il y a 19 questions encore dans la boucle. On va essayer d'en prendre encore une ou deux. Désolé pour celles qui ne seront pas posées. La suivante, quel problème justifie de changer la cuve au bout de 5 ans seulement? Alors, vous avez évoqué la volonté d'aller plus loin que ça, mais pourquoi 5 ans au départ? Soyons humbles. Personne n'a fait ce type de réacteur. Et donc, on a fait déjà des calculs en termes de DPA et on pense que la cuve peut fonctionner 5 ans. On est humble, on ne sait pas.
Peut-être que sur le prototype, elle va durer 2 ans, mais ce n'est pas grave. Même si elle dure 3 ans, ça sera l'équivalent des combustibles actuels. D'accord? Donc, si la cuve, elle dure 3 ans, OK. Nous, on pense qu'on va pouvoir la faire durer justement grâce à l'amélioration continue. Donc, on ne vise pas, et c'est ça le game changer, c'est qu'on ne va pas viser une cuve à 60 ans. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir développer, malgré le TRL assez bas, c'est un contournement du TRL bas, les réacteurs à sel fondu rapide. D'accord. Et donc, dernière question qui est un peu liée, je pense, du coup, quelles sont les avancées sur le sujet de la corrosion? Alors, sur la corrosion, alors, là, on tombe un petit peu dans nos petits secrets, hein. Donc, on va évidemment déployer des études sur la maîtrise de la corrosion. On est à peu près sûr, évidemment, bon, ça, je pense que ce sera un secret pour personne, de dire que le matériau magique, en tout cas, personnellement, je n'y crois pas. Donc, ce sera très certainement un couple matériaux adapté avec un système qui va fonctionner. Peut-être un point, Guillaume, que je peux rajouter, ouais. C'est contrairement à ce qu'on pense, les retours des réacteurs à sel fondu américains ont montré une tenue aux matériaux qui était relative, qui était très bonne, oui, et de façon surprenante. Et on a aussi quelques retours des premières startups américaines sur la corrosion qui sont extrêmement rassurantes, objectivement. Moi, j'ai tendance à dire, quand je suis vraiment de mauvaise langue, que quand les gens ne savent pas de quoi ils parlent sur les réacteurs à sel fondu, ils disent « Ah, il y a la corrosion ». Bon, voilà, c'est quand je suis vraiment de mauvaise humeur. Mais effectivement, vous savez, mon bâtiment à Saclay, il est à 200 mètres du service de corrosion. Et que disent les gens au service de corrosion? Ils disent « Mais vous savez, à quelle vitesse part un acier dans de l'eau à 300 degrés avec 150 bars de pression et de l'acide borique, Vous savez les piles que ça fait là-dedans et comment ça bouffer le métal? La différence, c'est qu'on a un énorme Rex qui s'est accumulé au fil des ans et qui permet aujourd'hui une très bonne maîtrise de ce qui se passe. Voilà. Et ben, au début, et ça c'est quelque chose de très intéressant, et je pense que l'ASN viendra l'expliquer au bootcamp parce que moi ça m'a beaucoup plu. L'ASN est en train de comprendre, et vraiment, mais ils veulent vraiment soutenir cette filière, l'ensemble des startups, j'entends, l'ensemble de l'initiative des startups, en se positionnant sur le fait qu'effectivement un proto sera là pour démontrer ou apporter de la connaissance. Et que donc ils n'attendent absolument pas la fiabilité, la même fiabilité avec un REP et un prototype d'une filière qui n'existe pas encore. Donc ça, là-dessus, on va pouvoir s'autoriser à faire ça. Et effectivement, nous, on prend ces choses très au sérieux, on développe des moyens expérimentaux dès maintenant, on recrute des gens et on a déjà des plans d'expérience pour faire ça. On sera très axé sur l'expérience. Ça, c'est très, très clair. Sur la démonstration expérimentale factuelle, ce sera vraiment notre cœur de métier, notre leitmotiv. Bon. Voilà. Je m'excuse auprès de tous les participants qui n'ont pas posé la question. Il y en a encore plein. Merci Nicolas, merci Guillaume. C'était très clair et très complet. Merci Ludovic. Et puis, on vous souhaite toute la réussite pour la suite. Merci à la SFEN. Créons une nouvelle filière. Oui, absolument. À bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.